Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, a reçu en audience à son cabinet cette semaine Jacques Migan, président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire national. À suivre dans cette édition la substance de leurs échanges aux sorties d'audience. Les membres de l'Association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon-Clat ont tenu ce week-end la première assemblée générale de l'association après celle de février 2023. C'était le samedi 19 octobre 2024 à la Maison des Jeunes de Takon. On fait le point dans ce journal. En sport, Coton FC renoue avec la victoire après 2 défaites consécutives. En déplacement à Tofo, Emmanuel Henry et ses partenaires ont battu les militaires d'Adidja Football Club 1-0. Vous suivrez dans un instant le point des temps forts des matchs joués ainsi que le récapitulatif des résultats de la 4e journée du championnat. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les membres de l'Association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon-Clat ont tenu à la Maison des Jeunes de Takon la première assemblée générale de l'association après celle de février 2023. C'était ce samedi 19 octobre 2024. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Plus d'un an après la pète de leur président, le professeur et pasteur Nicodème Ibilade Alagbada, les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon se retrouvent pour la première fois en assemblée générale ordinaire pour statuer sur la vie de l'association. Le 23 février, je me souviens très bien, au pied de la tombe, à l'église protestante, solidaires, nous nous sommes retrouvés et nous avons parlé. Nous avons communiqué avec le pasteur Alagbada ce 23 février là pour lui dire qu'il nous a laissé, mais nous allons poursuivre ce qu'il a commencé avec nous. C'est une promesse que nous avons faite parce que les morts ne sont pas morts. Il nous a attendus, il nous a répondu. En tout cas, moi je l'avais ressenti. Ensemble avec ses pairs, Clément Adéoti Adéchian, premier vice-président de l'association, entend emprunter le chemin balisé par Feu Nicodème Alagbada pour travailler au rayonnement de Takon, une localité située à 61 km de Cotonou, dans le département du Plateau. Il n'y aura ni défection, ni défaitisme, parce que sur les principes sur lesquels nous nous sommes engagés pour construire Takon, l'arrondissement de Takon, nous n'allons pas remplacer les autorités administratives, nous n'allons pas remplacer les autorités politiques, mais nous nous positionnons sur le créneau du développement et sur ce terrain de développement, nous allons nous battre davantage pour faire connaître mieux Clat dans tous les rameaux. Ce travail de fourmi a commencé depuis août 2024. Nous avons été très satisfaits par ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puisque vous avez constaté, nous avons tous pris l'engagement de continuer l'œuvre de Alagbada et pour
et lesquels nous avons quand même besoin de la participation des uns et des autres. Et je profite de votre caméra pour lancer cet appel vibrant à tous les ressortissants de Takon, qu'ils soient diaclates ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils viennent. C'est ensemble que nous allons travailler pour cet arrondissement-là. J'exhorte tous les membres de CLAT à mettre la main dans leur poche pour aider l'association à évoluer financièrement. Et je voudrais lancer un appel vibrant à la diaspora pour nous aider à atteindre nos objectifs. Parce qu'en 2025, le bureau qui est là va finir son mandat, nous allons renouveler le bureau. Il faut que nous mettions sur pied des projets innovants, des projets qui puissent booster le développement de l'arrondissement de Takon. Lors de ces assises, les délégués ont donné quitus à la gestion du bureau exécutif sur la période allant d'août 2022 à octobre 2024. Ils ont adopté à l'unanimité les rapports d'activité et financiers assortis de recommandations. J'avoue que je suis très content d'avoir participé à cette assemblée générale qui vraiment est une première et qui montre que quand les fils du même arrondissement et de la même commune et du pays se mettent ensemble, ils peuvent beaucoup. Et je remercie les membres du bureau de CLAT qui ont pensé et qui ont mis en place ce creuset. Que CLAT soit une association qui va regrouper effectivement tous les fils et filles de Takon et que dans les jours à venir, CLAT puisse connaître un bon développement. Et comme l'a dit le premier vice-président, il a dit que CLAT n'est pas... c'est apolitique. J'ai aussi apprécié le bureau qui a pu faire quand même ces efforts, qui a pu mener les efforts pour que l'Assemblée générale ait lieu aujourd'hui. Donc je crois que ce n'est pas mal, dans l'ensemble c'est pas mal. Et nous souhaiterons que dans les années à venir, que ça soit ainsi, que ça soit de façon continuelle. Plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses ont honoré de leur présence cette assemblée générale. Dans la perspective de l'Assemblée générale prochaine, 5 commissions ad hoc ont été mises en place. Au détour de ces assises, une communication a été donnée sur le thème religion et développement d'une cité par le docteur Gaston Sessinou Lagoye. Je l'annonce au sommaire de cette édition. Le mercredi dernier, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, a reçu à son cabinet Jacques Migan, président du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire national. Aux sorties d'audience, Jacques Migan a livré la substance de leurs échanges. Suivez ses propos au micro de ESAE TV. Vous le savez, nous sommes depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en train d'effectuer des tournées de visites de courtoisie. Nous avions rencontré le vendredi dernier le président de la HAC. Aujourd'hui, nous rencontrons la vice-présidente de la République. Mais ce que nous avions reçu de la vice-présidente, c'est beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Nous sommes allés, nous lui avons expliqué la mission du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Et les enseignements que nous avions eus ont porté sur ce que l'éducatrice qu'elle est nous a prodigué.
la mère nous a donné. Et je vous apprends rien, Madame la vice-présidente de la République est une véritable éducatrice, enseignante. Et donc nous avions reçu des enseignements qui ont porté sur ce que le Haut-Commissariat peut réaliser dans le cadre de sa mission. Nous lui avons expliqué que dans ce que veut réaliser le Haut-Commissariat portera sur l'éducation à la base. Ce que nous entendons par éducation à la base, puisqu'il s'agit de la prévention, elle doit commencer par les enfants. Les enfants de maternelle, les enfants du primaire, les enfants du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée, et les enfants qui sont à l'université, qui sont demain, dans un proche avenir, la relève de ce pays. Nous lui avons expliqué que dans le cadre de nos activités, nous serons dans quelques jours, dans quelques semaines, à l'ENA. Nous serons à l'ENA. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux écoles constituent les écoles qui forment pour demain ceux qui seront les hauts fonctionnaires de ce pays. Donc il faudrait que l'éducation commence aussi par là. La prévention commence par là. Parce qu'on ne peut pas parler de la corruption sans parler de la prévention. La répression, c'est vrai, on en parlera. Mais d'abord, prévenir, comme vous le savez, vaut mieux que guérir. Donc c'est ce qui nous amène à dire que la prévention, comme le gouvernement, les députés qui ont voté cette loi qui a créé, je dirais, le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, ont bien pensé. Nous savons ce que la répression a fait. La cliente est là. Et pourtant, les gens continuent à voler, à détourner. Puisque la corruption, ce n'est pas seulement le détournement. Mais vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne la corruption pour notre pays. Le recul que nous connaissons lorsque les investisseurs ne viennent pas, tout simplement parce qu'entre-temps, les compatriotes ont pris par là en pensant à eux au lieu de penser au collectif. Donc ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le respect de la loi, le respect de la chose publique, le respect de l'autorité, l'éducation civique, comme nous l'a enseigné tout à l'heure Madame la vice-présidente de la République, en donnant un exemple précis. En Belgique, on n'enseigne pas la philosophie, mais on enseigne la morale aux plus petits jusqu'en terminale, la morale et l'éducation civique. C'est pour dire que c'est à ce niveau que le changement doit s'opérer. C'est à ce niveau qu'il faudrait mettre l'accent. L'éducation civique chez nos enfants, dans nos établissements, oui. Et nous allons commencer à travailler sur ces pans-là à travers nos stratégies que nous exprimerons bientôt à travers la conférence de presse qui se fera à l'université, à l'ENA. Donc c'est pour vous dire que le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption est à pied d'œuvre pour que la corruption soit conjuguée bientôt, dans quelques années, au passé, dans notre pays. Le gouvernement béninois a engagé plusieurs réformes dans différents secteurs depuis quelques années. Depuis 2016, l'environnement des petites et moyennes entreprises a beaucoup changé. À la faveur de l'émission Programme d'action du gouvernement 2021-2026, réédition de comptes, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérikou, a dressé le bilan du secteur de la promotion des petites et moyennes entreprises en 8 années de gestion à travers la création de 2 structures qui ont vocation de prendre en charge les autres PME, toutes catégories confondues. Suivons ensemble. L'environnement des PME dans notre pays depuis 2016, avant même la création du ministère,
a beaucoup changé, a beaucoup progressé qualitativement. Qu'est-ce qui a changé? Quand le président de la République a pris l'engagement d'assurer la transformation structurelle de l'économie béninoise, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur des PME est concerné. C'est pour ça que depuis 2017, beaucoup de réformes législatives et réglementaires ont été engagées. Beaucoup de lois ont été votées par notre représentation nationale. La loi sur le code des investissements, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises, par exemple, la loi sur la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre, de résiliation des contrats, etc., etc. Je pourrais en citer bon nombre. Mais pour faire simple, je dirais que de la facilité et de la simplification ont été apportées. La PIEX, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, a été totalement réformée au niveau de cette agence et d'autres agences qui opèrent sur le chantier de l'accompagnement des PME. La lisibilité aussi a été apportée. J'ai parlé de la PIEX, je peux vous parler aussi de l'ADPME, du FNDA, etc. Nous avons apporté de la lisibilité sur les interventions publiques, en plus d'avoir simplifié, d'avoir dématérialisé les procédures. Voilà. Le gouvernement a fait l'option de scinder ses appuis en deux catégories. Le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui existait déjà par ailleurs, a été totalement restructuré et a été pourvu de 3 guichets d'intervention pour accompagner exclusivement les entreprises dans le secteur, qui opèrent dans le secteur agricole et les agripreneurs. À côté de cela, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été créée, l'ADPME, et elle a vocation d'accompagner toutes les autres PME qui opèrent dans tous les secteurs d'activité économique possibles, à l'exception du secteur agricole, qui revient exclusivement au Fonds national de développement agricole. Donc, ces 2 agences ont vocation à assurer un continuum de services publics pour les PME. Et je veux vous rappeler que dans notre pays, par la loi qui a été prise pour le développement des PME, la barre a été montée un peu plus vers le haut. Avec quels moyens l'ADPME et le FNDA? ADPME, plus de 22 milliards de nos francs. Permettez-moi de vous dire, peut-être et à l'attention des téléspectateurs aussi, que dorénavant, dans notre pays, toute entreprise de tout secteur confondu qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 2 milliards relève du secteur des petites et moyennes entreprises. Du 12 au 15 octobre 2024, le Bénin, par le biais du président de l'Alliance Iroko, Bertin Koovi, a participé à la cérémonie du prix africain de développement PADEV. Au terme des travaux, le Bénin décroche le Grand Prix Prestige de l'année. De retour au pays et à la faveur d'une conférence de presse, Bertin Koovi a présenté le prix du Bénin. Suivez ses propos au micro de Eusav TV. Je reviens de Kigali, où le Bénin a été distingué. Nous avons le prix africain du développement, et je dirais le prix spécial, c'est décerné au Bénin. Et quand un prix est décerné à un pays, en réalité, il revient au président. Le prix revient au président et à son gouvernement. En la matière, c'est en principe le ministre de l'économie et des finances, ou tout simplement le ministre du développement, qui va et qui, au nom du pays, reçoit le prix. Le ministre
Romuald Wada est empêché, n'a pas pu être à Kigali. Le ministre Abdoulaye Biotchane, concerné par le développement, non plus n'a pas pu être à Kigali. Je dois avouer que c'est moi qui ai introduit, au fait, le Bénin à distinction. On était en concurrence avec un certain nombre de pays. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement et tout le monde reconnaît qu'il y a un changement extraordinaire. Mais le Bénin n'a pas gagné au loto. Nous n'avons pas découvert du pétrole qu'on produit. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on produit, ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je leur dis à Kigali, c'est-à-dire c'est le sacrifice de chacun de nous. C'est ce sacrifice-là qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que ce prix, je l'ai dédié d'abord au peuple béninois qui a accepté ce sacrifice pour que nous atteignions ce que nous avons aujourd'hui. J'ai décidé d'avoir l'avis des autres parce que j'ai lu, ou plutôt j'ai entendu, la présentation du livre d'un prêtre. Et ce monsieur pour qui j'ai un profond respect me dit qu'au Bénin on meurt de faim et qu'on préfère les pierres aux hommes. Cela m'a interpellé. Je me suis dit, je vais voir ce que les autres vont penser de ce qui se fait au Bénin. Le président Talon ne m'a pas demandé de soumettre le Bénin à distinction, non. Mais je voulais m'assurer que je ne me trompais pas. Et je peux vous dire que après mon discours à Kigali, ce que d'autres ont dit à ma suite, m'a rendu très fier. Le PADEV a des parrains. Et le premier parrain, c'est le Moro Naba, le roi, le plus grand roi du Burkina Faso. Moi, j'étais parti pour prendre ce prix au nom du Bénin. C'est sur le podium qu'on amène ces attributs royaux. Et je dis, mais c'est pourquoi? On dit, mais non, qu'il a été prévu que celui qui viendrait prendre le prix au nom du Bénin soit élevé à la dignité royale. J'ai été distingué et je garde ces attributs-là. Quand notre mouvance va désigner qui est notre candidat dans une cérémonie solennelle, je vais lui transmettre la charge. Je vais voir le ministre du Développement, Abdoulaye Biotchane, à qui je rendrai aussi compte. Naturellement, je vais lui déposer le trophée. Je vais lui montrer ceci, mais que je vais garder dans la valise, peut-être dans son bureau, bien par devers moi. Et le moment venu, quand le président Patrice Talon aura le temps pour nous recevoir, nous irons le voir ensemble pour lui faire le compte rendu. Le Fonds des Nations Unies pour la population a procédé le jeudi 17 octobre dernier à la présentation du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. C'était en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le reportage, c'est avec EZE TV. Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. C'est le titre du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale, présenté officiellement en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce rapport fait le point des progrès accomplis à travers le monde en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années. Le Bénin a fortement contribué à ce rapport. Le Bénin n'est pas resté en marge des avancées réalisées au niveau mondial en matière de santé sexuelle et des droits sexuels et reproductifs. La contribution remarquable du Bénin
à ces avancées est le résultat des réformes courageuses mises en œuvre dans le cadre de la réalisation des engagements issus de la CIPD, avec l'appui, bien sûr, des divers partenaires techniques et financiers, dont le système des Nations Unies. Les avancées en matière de santé n'ont pas profité à toutes les populations. Le Bénin va s'inspirer de ce rapport pour mieux peaufiner sa politique de développement. Les études prospectives de long terme 2060 en cours dans notre pays démontrent à suffisance notre volonté de poursuivre la planification pour prendre en compte les recommandations soulevées dans le présent rapport. Les recommandations de l'édition 2024 du rapport mondial sur l'état de la population nous offrent aussi une feuille de route précieuse pour renforcer nos actions. Le rapport produit par le Fonds des Nations Unies pour la population est un véritable outil de développement durable. Cette édition se poursuit. Le label du groupe international a procédé au lancement du Forum international du consommant local et de la libre entreprise 2024, FORINCL. Le vendredi 18 octobre dernier, le point de la cérémonie de lancement avec ESAE TV. Le Forum international du consommant local et de la libre entreprise, FORINCL, va s'ouvrir à Cotonou du 28 octobre au 3 novembre 2024. Initiative du label Groupe International, ce rendez-vous porte sur le terme « Le marketing relationnel au service du Made in Benin ». Ce forum a plusieurs buts. Le FORINCL, c'est une initiative qui vise essentiellement à fédérer tous les acteurs des chaînes de production, les acteurs des chaînes de transformation, des chaînes de distribution et même de consommation autour d'un concept de partenariat gagnant-gagnant. Nous voulons, à travers cette initiative, à travers le FORINCL, et c'est ce que nous réussissons à faire tout doucement depuis 2022, à permettre à tous ces acteurs-là de faire de la promotion du Made in Africa, du Made in Benin, un objet de création de milliers d'emplois indépendants, de création de milliers de micro-entreprises. Plusieurs activités sont prévues au FORINCL. La mini-foire du FORINCL. Et cette mini-foire va commencer officiellement le 29. Et il y aura chaque jour des animations. Il y aura des expositions et ventes, mais je précise, chaque soir, il y aura des animations folkloriques, il y aura un mini-concert, parce que le grand concert est réservé pour le dimanche 3 novembre. Mais le samedi, la particularité, c'est que le 2, samedi, le colloque aura effectivement bien lieu. Outre ces dernières, des caravanes et bien d'autres activités sont organisées pour valoriser le Made in Benin. Ce projet qui va se dérouler sur l'esplanade de l'Amazone suscite déjà grand intérêt au sein du public béninois. Cette édition se poursuit. L'appui financier public de l'État aux artistes et acteurs culturels reprend vie sous sa nouvelle forme. Les activités du Fonds de développement des arts et de la culture ont été officiellement lancées. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par l'Agence de développement des arts et des arts de la culture ADAC à Cotonou. Compte rendu signé Canal 3 Bénin. Le Fonds de développement des arts et de la culture est opérationnel. Initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture, ce fonds a pour but de soutenir et contribuer à la promotion des industries culturelles et créatives en vue de leur développement socio-économique. Premier objectif, faire en sorte que cela réponde aux vœux, aux souhaits de l'ensemble des acteurs culturels. Il faudrait que le fonds arrive à transformer l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique, appuyer les différents acteurs culturels pour les projets artistiques et culturels qu'ils veulent développer, faire rayonner le nom du Bénin à l'international et bien sûr à l'interne, et faire en sorte que le professionnalisme soit la donnée essentielle des pratiques artistiques et culturelles. Le Fonds de développement des arts et de la culture couvre toute la palette des disciplines d'expression artistique. Au cours de cette rencontre, un coin de voile a été levé sur ces disciplines. Et quelles sont les disciplines concernées?
Nous avons les arts vivants, théâtre, danse, art de la rue, cirque, musique, humour, marionnette, conte, slam et j'en passe. Ça, c'est au niveau des arts vivants. Au niveau des arts visuels, nous avons les arts plastiques, nous avons le design, nous avons les arts urbains, nous avons la mode. Au niveau du cinéma, nous avons le court-métrage, le long-métrage, la fiction, le documentaire, l'animation. Au niveau de la littérature également, nous intervenons. Nous avons le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les essais, les nouvelles. La phase d'explication de cette séance est suivie d'une phase interactive où diverses préoccupations sont exprimées et des réponses apportées. Pour les acteurs culturels, le FDAC vient à point nommé. C'est une conférence que nous attendions depuis, je dis depuis, c'est au moins 2 ans. Je pense que c'est une très grande et belle bonne nouvelle que la DAC vient lancer au monde de la culture et des arts, parce que après la suspension du fonds d'aide ou du fonds des arts et de la culture, ce nouveau fonds qui arrive nous donne de l'espoir et nous donne de l'envie de reprendre du travail. Pour être éligibles, les projets susceptibles d'être financés devront remplir des critères bien définis. Le montant du financement varie selon la nature du projet, avec un plafonnement de 30 millions de francs CFA. Le premier appel à projet du FDAC aura lieu le 14 octobre prochain. Décédé le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans, le général Mathieu Kérékou fut un homme d'État béninois, un directeur marxiste devenu démocrate. 9 ans après sa mort, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se souviennent encore de l'homme. Suivez leurs propos au micro de ESAE TV. Je dirais d'abord paix à son âme, parce qu'il a su gérer les Béninois et il maîtrise le système béninois. Le père de l'unité nationale. Il a au moins prôné l'unité nationale. C'est une personnalité très simple. Mathieu Kérékou, c'est un monsieur calme, en tout cas objectif. Il sait là où il va. La morale, le civisme, ce que moi j'ai appris sous son régime, le courage. Il faut revenir sur la morale, sur le civisme. Sans vous mentir, c'est un président qui a tout donné au Bénin. Il a tout donné. Si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Sans son comportement, sans son acceptation, on n'aurait jamais arrivé à la démocratie. 9 ans après sa mort, il n'est pas aux oubliettes. Les gens pensent encore à Mathieu Kérékou. Bref, Mathieu Kérékou a fait son temps. Il a géré le Bénin à sa façon, à sa manière. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Mais néanmoins, je suis sûr que tout le peuple béninois qu'il a connu hier continue de se rappeler de ce monsieur-là qui, hier, anticipait beaucoup de choses. La première chose qu'on devrait garder du général Mathieu Kérékou, qu'on devrait copier du général Mathieu Kérékou, c'est le fait de ne pas compter sur quelqu'un. C'est que, je compte sur ce que, en tout cas, je fais la politique de mes moyens. J'ai connu le général Mathieu Kérékou face à dans des phases données. Mais je vous dis, voilà un homme qui au début, quand il était venu au pouvoir par les armes, était un peu brutal, par le conseil des gens. Mais finalement, est quelqu'un beaucoup plus social. Il a été beaucoup social. Mais ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme lui, même s'il y a eu un ensemble, avec lui, avec son accord,
nous avons eu la conférence nationale. Bien avant la conférence nationale, il a marché dans ce pays-là. L'Association des anciens étudiants de l'université ESAE, Old Universities France, a été portée sur les fonds baptismaux le samedi 12 octobre dernier. Un bureau de 13 membres avec à sa tête Prudence Koussouron a été élu pour conduire les travaux pendant les 3 prochaines années à venir. À la sortie de l'Assemblée, le nouveau président élu s'est exprimé au micro de nos reporters. Suivez plutôt. Je suis très heureux pour ce travail du bureau qui a conduit les travaux jusqu'à l'heure où nous sommes. Ce n'était pas gagné d'avance. On a travaillé dur depuis la création de l'association pour avoir l'existence légale parce que ça ne se pas bien que nous sommes une association et que nous n'avons pas de tests et autres. Donc notre objectif c'est d'avoir les tests et avoir une existence légale sous la couverture des lois de la République. Donc c'est déjà une grande fierté pour moi de participer et d'être élu pour ce nouveau bureau qui sera le bureau de l'association pour les 3 prochaines années. C'est le lieu pour moi de remercier tous les membres de l'association, tous les membres du bureau qui ont travaillé jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Et je félicite les nouveaux membres du bureau qui vont travailler avec moi pour que les années à venir, notre objectif, notre vision pour l'association, notre ambition pour les enfants, notre ambition pour les femmes soit vraiment une concrétisation. Et non seulement ça, notre ambition première, c'est de voir les gens venir vers notre école mère ESAE. Parce que si nous sommes là aujourd'hui et que nous formons cette association, c'est parce qu'au début, l'école nous a permis de nous rencontrer. Et pour permettre aujourd'hui ce brassage de liens entre anciens et nouveaux qui adhèrent à notre association. Donc c'est déjà un réel plaisir pour nous de participer et c'est le lieu d'exhorter les gens à venir à ESAE pour voir comment nous, le cadre nous est offert, comment on nous permet de travailler ensemble et de garder des liens parce que c'est pas évident d'être camarade hier et de devenir maintenant membre d'une association et de se revoir, de rester ensemble pour travailler pour une cause, pour défendre. Nous donnons la chance à ceux qui ont eu la chance de fréquenter ESAE et même les anciens qui étaient la première promotion de l'école. La porte est ouverte pour tout le monde. Il suffit juste que la personne respecte les statuts et on reste ensemble pour travailler pour notre cause et la vision de notre association. L'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi, dirigée par le professeur Félicien Avlessi, est en fin de mission. 3 ans déjà qu'il a été nommé pour cette haute fonction universitaire. En attendant de connaître les nouveaux responsables de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi et ses collègues se sont prêtés à un exercice de reddition de comptes. Le rapport a été présenté à la salle Idriss Déby sur le campus d'Abomey-Calavi. Voici le reportage de Canal 3 Bénin. Une mission de 36 mois qui s'achève sur une note de satisfaction et de nouveaux défis. Je voudrais exprimer notre plus profonde reconnaissance au chef de l'État. Le 15 octobre 2021, le professeur Félicien Avlessi et son équipe prenaient la tête de l'université d'Abomey-Calavi avec des ambitions bien claires et des chantiers très vastes. Faire rayonner l'UAC à travers l'Afrique et le monde et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans un contexte de réformes opérées par le gouvernement. Le recteur en fin de mandat va présenter son bilan qui prend en compte 2 principaux axes, la réalisation matérielle d'ordre infrastructurel et les infrastructures immatérielles. En me situant sur l'axe des réalisations matérielles, je voudrais rappeler à notre attention qu'avant octobre 2021, les services du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi étaient dispersés entre plusieurs bâtiments sur le campus d'Abomey-Calavi. Le bâtiment Edouard Adjano, qui abritait une bonne partie de ces services, était devenu trop exigu pour ses occupants qui travaillaient dans une proximité défiant les lois de l'ergonomie. Le bâtiment dit du rectorat annexe était aussi soumis au même voisinage désagréable, étouffé qu'il était par le centre commercial éponyme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'équipe que je dirige a finalisé la construction d'un nouveau bâtiment du rectorat et l'a mis en service avec pour impact positif un bon environnement de travail pour le personnel administratif,
un meilleur cadre pour l'accueil des usagers de l'administration universitaire et un changement positif dans le cadre de vie sur le campus. Ce mardi 15 octobre 2024, l'heure est donc au bilan des actions menées pendant 3 ans au profit de la communauté universitaire. Un tableau détaillé des actions de la mandature 2021-2024 présenté au public, composé d'étudiants, personnels administratifs, chefs d'entité et enseignants du supérieur. D'octobre 2021 à octobre 2024, l'équipe rectorale a engagé d'importantes réformes structurelles et procédurales. Sans prétention d'exhaustivité, je puis affirmer qu'elles concernent la gestion de la carrière du personnel administratif, technique et de service, les fonctions de formation et de recherche des enseignants et des chercheurs, mais aussi et surtout la formation des étudiants. Le rapport de gouvernance Avlesi a été approuvé par la communauté universitaire. Nommé le 13 octobre 2021 en Conseil des ministres, le professeur Félicien Avlesi est le successeur du professeur Maxime Dacruz. Une nouvelle équipe devra être nommée dans les jours à venir. Les étudiantes de l'École supérieure de management ESM Bénin ont accueilli vendredi dernier une séance de sensibilisation menée par Christelle Rundonoubo Aliosa, directrice administrative du parti politique EP Le Renouveau. Le point dans ce reportage a signé ESAE TV. Des communications sur diverses notions et méthodes de prévention, des séries de questions et réponses et plus encore. Ainsi se présente le tableau de la séance de sensibilisation des étudiantes et étudiants de l'École supérieure de management ESM Bénin, une initiative de Christelle Rundonoubo Aliosa. C'est avec plaisir que nous avons constaté que nos filles ont écouté avec des oreilles très attentives les différentes communications. Elles ont été sensibles à ce phénomène et sensibles à cette sensibilisation, surtout sensibles à la communication des 2 techniciennes qui les ont entretenues sur le cancer du sein. S'inscrivant dans le mois d'octobre rose, cette séance de sensibilisation a été le lieu pour les techniciennes de donner quelques astuces aux étudiantes pour les accompagner dans la lutte contre le cancer du sein. Pendant notre séance de sensibilisation, nous avons parlé des signes d'alerte. Comment on peut savoir si le cancer est en train de nous gêner? Qu'est-ce qui va nous amener vers un médecin pour que nous puissions faire une consultation? Après ça, nous avons appris à nos jeunes filles, à nos enfants, comment on peut faire l'autopalpation des seins. Parce que ce n'est que ça qui est la prévention. Des notions dont les étudiantes relèvent la plus-value. Je suis contente d'avoir assisté parce que j'ai beaucoup appris à propos du cancer des seins et j'ai appris que c'est important de se palper les seins et de voir si on est en danger ou pas. Je remercie les femmes et toutes celles qui ont participé à ce séminaire afin de nous apprendre un peu plus sur ce qui ne se dit pas souvent. Et j'espère que ça se fera plus souvent et qu'on pourra assimiler beaucoup plus de méthodes, que ce soit sur le cancer du sein ou sur autres maladies qui pourraient atteindre notre bonheur ou notre développement. C'était l'occasion également pour l'initiatrice de cette séance d'inviter d'autres personnes à emboîter le pas de la sensibilisation. Le travail ne saurait être le travail de la République seule. Quand je parle de la République, du gouvernement à travers ces structures organisées. Mais c'est un travail qui incombe à chaque Béninois et à chaque Béninoise. Et dans notre milieu, là où nous nous trouvons, nous devons en parler. Si nous pouvons organiser des séances d'échange, d'écoute, de sensibilisation, faisons-le. Cette séance de sensibilisation a pris fin par un dépistage du cancer de sein offert aux étudiantes de l'École supérieure de management ESM Bénin. Il faut le notifier, Christelle Rundonoubo Aliosa sera face aux étudiantes de l'ESAE le 24 octobre 2024.
C'est la grande colère dans le rang des transporteurs de Djougou. Depuis des mois, les activités sont en berne. Les camions sont immobilisés et aucun marché en veut face aux charges qui sont de plus en plus permanentes. Au regard de la cherté de la vie et de la morosité économique, les transporteurs expriment leurs inquiétudes. Une situation observée de près par nos reporters de Canal 3 Bénin. On regarde. 6h45. Le soleil darde ses premiers rayons sur la ville de Djougou dans le département de la Donga. Sur la gare routière centrale, dans le 2e arrondissement de la commune, c'est déjà l'heure des gros chargements. C'est le seul moment de la journée où les chauffeurs sont heureux, puisque la clientèle s'amenuise au fil des jours. Une situation qu'ils dénoncent au quotidien. On remercie Dieu avec la sécurité du gouvernement qu'il a fait. On est à l'aise sur la voie. Mais pourtant, c'est l'affaire de passagers qui nous manque. Nous n'avons pas de passagers. Nous n'avons pas de passagers, surtout les passagers, nous n'avons pas de passagers. Bon, en tout cas, nous, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de passagers. Même il n'y a pas de passagers. Dans la gare, comme il n'y a pas de passagers, des fois on reste jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, sans trouver pas de passagers. Nous, on est dans la gare, les passagers ne viennent pas. Ils sont au bord de la voie. Et pour les syndicats, faire des moyens pour que les véhicules reviennent à la gare. Mais ils sont en train de revenir à la gare un peu. Le repas qui s'est organisé un peu. Cette rareté de la clientèle s'explique selon certains conducteurs par l'impatience des passagers à attendre longtemps sur les gares routières le temps que le véhicule soit plein. D'autres estiment que le problème se trouve dans la prolifération des bus qui désormais occupent toutes les heures et presque toutes les destinations. À cela s'ajoutent d'autres difficultés que les acteurs des transports n'hésitent pas à souligner. C'est parce que là, sur la voie, il y a des difficultés à faire des douaniers. C'est pourquoi les passagers ne viennent pas à l'autogare. Parce que quand ils vont venir prendre les choses, arriver sur la voie, les gens vont prendre leurs marchandises sur la voie. Les douaniers vont prendre les marchandises. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de passagers. Les passagers ne viennent plus à la gare. Et tous les passagers sont revenus envers les bus. Puisque le bus, les douaniers n'arrêtent pas le bus. Donc les passagers sont obligés de rentrer dans le bus et laisser les petits véhicules. Parce que quand les petits véhicules prennent, c'est les douaniers qui il va avoir des difficultés avec les douaniers. Mais le bus, lui, il est à l'aise. C'est pourquoi tout passager menacent ces bus. C'est la désolation dans le rang des conducteurs de taxi. Ils ont soif d'un vent nouveau pour réorganiser leur secteur et permettre aux acteurs de jouir de leurs activités. Ils espèrent que demain sera meilleur. Et puis on parle sport à présent. L'association sportive de la vallée Omnisport n'a pas pu l'emporter face à la jeunesse sportive de Pobay. Pour le compte de la 4e journée, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. Le point de la partie dans cet élément.
Coton FC renoue avec la victoire après 2 défaites consécutives. En déplacement à Tofo, Emmanuel Henry et ses partenaires ont battu les militaires d'Adjidja Football Club 1-0. Shérif Dean Mama, sorti du banc en début de seconde période, a inscrit l'unique but du match. Grâce à ce succès, les triples champions peuvent respirer un peu, ce qui est le contraire de leurs adversaires de cet après-midi. Adjidja FC essuie une 3e défaite d'affilée. On parle toujours sport. À présent, on aborde les récapitulatifs des résultats de la 4e journée. Beke FC battu 2-1 par Baniganse FC. Match nul du côté de Dynamique FC et Buffle FC. Audio FC bat 1-0 l'AS Tonnerre. Match nul pour Real Sport et Panthère FC. 1-0 pour l'AS Police et Sitatunga FC. Match nul pour Asvo et JSP. 1-0 pour Avrankou OMN et Ayema FC. 2-1 en faveur de Dragon FC contre Aspac. 3-0 pour USS Kraké et Étoile Filante. 2-0 pour Abeille FC et Takuna FC. Boa Dadje FC 1-0 en faveur de Dadje FC. Match nul pour Cavalier FC versus Damissa FC et Dynamo versus Lotopopo. 1-0 en faveur de Dynamo d'Abomey pour Espoir FC Dynamo d'Abomey. Même sort pour Adjidja FC et Coton FC. Match nul pour Aziza FC versus AS Cotonou. 2-0 pour Jacques et JSO. Et enfin, 2-0 pour Sobemap FC et Requin FC, en faveur bien sûr de Sobemap FC. Voilà, chers internautes, c'est sur ces résultats, autant pour moi, que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.